Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors j'espère que vous allez bien. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, j'étais en Suisse, donc c'est un petit peu compliqué de tourner quand je suis en Suisse. Je suis parti 4 jours, donc on reprend tranquillement aujourd'hui. Il y a quand même des trucs qui vont arriver au courant de la semaine normalement. D'ailleurs, juste après cette vidéo, normalement je vais tourner la deuxième vidéo sur le projet Water Cooling. J'ai à peu près trouvé toutes les pièces, enfin en tout cas défini toutes les pièces que je vais utiliser. J'ai même le boîtier déjà qui est derrière moi, que j'ai déjà commandé, comme ça je vais déjà mettre le PC dedans, comme ça tout est fait, j'ai plus qu'à faire le water cooling et tout ça, donc ça devrait être cool. Et puis il y a d'autres reviews que j'ai vais enfin avoir le temps de tourner, parce que j'ai filmé les produits, enfin ces deux ordinateurs portables, je les ai filmés, tout ça, j'ai toutes les données. J'ai mes impressions sur les deux portables, mais j'ai toujours pas eu le temps de tourner juste la review finale et faire le montage. J'ai aussi une review qui vient sur normalement cette souris-là, qui est c'est une Logitech G903 et le PowerPlay qui va avec. Et enfin, j'ai encore plein de trucs en fait à review qui je trouve assez intéressants. Enfin, ça dépend aussi des impressions des autres, mais bon. Dans tous les cas, commençons ce Texama Show avec une news assez importante. C'est au niveau des i7 8700K et 8600Q. K aussi une fois. Pourquoi j'ai dit Q? Je sais pas. À une époque, c'était Q, ok? Avant, c'était le Q6600, pour ceux qui se souviennent de ce bon vieux processeur. Bref, il y a des reviews qui ont leak avant la date de la review de l'embargo. Je sais pas où elle... Enfin, je ne sais pas quelle est la date d'ailleurs. Ça ne saurait tarder, à mon avis, peut-être même le jour après cette vidéo-là. En général, c'est toujours vers 15h. Heure française, que les reviews apparaissent, si vous avez déjà vu. C'était le cas avec les cartes AMD, tout ça. Et puis en général, c'est aussi le cas avec les CPU, tout ça, parce qu'il me semble que 15h, c'est par rapport à l'Asie de l'Est aussi, où évidemment, beaucoup de ces marques ont des trucs en Asie, beaucoup d'usines en Asie et tout ça, donc ils font souvent selon l'Asie, et puis en général, ils retirent l'embargo pour tout le monde, et hop, en mode, tout le monde peut poster ses reviews, parce que là, actuellement, moi, j'en ai pas, parce que je suis pas vraiment reconnu dans le milieu, mais les grosses chaînes technologiques ont leur Core i7 8700K et leur Core i5 8600K, et sont en train de les tester. Ils ont même déjà, à mon avis, fait les tests, ils ont déjà la vidéo de prêt, à mon avis, ils attendent juste la date finale. Donc, il y a des reviews qui ont leak en avance, donc on va avoir enfin des vrais chiffres de performance. On avait eu une petite EDEV là quelques semaines, si vous vous souvenez, dans Cinebench. D'ailleurs là on a un nouveau score Cinebench overclocké. Donc c'est à quoi vous attendez, hein. Le i7 8700K, surtout qu'on va s'intéresser, est un Core i7 7700K légèrement amélioré, et aussi avec 2 cœurs de plus. Donc on passe de 4 à 6 cœurs, et de 8 à 12 threads, donc ça veut dire au total. C'est un très bon overclocker, comme le montrent ces screenshots-là, où ils ont pu le mettre à 5 GHz. C'est à peu près aussi la fréquence que peut atteindre le 7700K, c'est pour ça que je dis vraiment que c'est un 7700K avec 2 cœurs en plus, parce que c'est à peu près ça. Il y a évidemment des petites révisions par-ci par-là. Il supporte aussi normalement le nouveau Turbo Boost, donc il peut un peu booster beaucoup plus haut. Donc ça lui permettra d'avoir quand même des bonnes performances en monocore, parce que c'est un processeur de base qui fonctionne à une fréquence inférieure au Core i7 7700K. Donc ça veut dire qu'on va avoir des situations, et on le voit ici d'ailleurs, parce qu'il y a des chiffres de benchmark, où ce nouveau Core i7, donc c'est celui-là ici, là, vous voyez cette barre ici, et l'ancien Core i7 qui est ici. Évidemment ça dépend des jeux, parce que par exemple GTA aime bien les cœurs, il adore les cœurs, donc lui il les prendra, mais la plupart des autres jeux vous allez avoir une situation où ils sont à peu près au même niveau, genre vraiment au même niveau, et ça c'est en Full HD, parce que en Full HD on voit mieux les différences entre les processeurs. Évidemment si je vous joue en 4K ou 1440p, vous ne verrez même plus la différence au final, donc c'est vraiment juste pour voir la différence entre les CPU ici. Mais bon, la plupart des gens à mon avis qui achèteront ce genre de processeurs joueront... il y en a peut-être qui joueront en Full HD, mais à haut rafraîchissement, peut-être 144 Hz. Mais bon, donc on arrive quand même à une situation assez étrange, vu que les performances restent assez similaires par rapport à d'habitude où ça augmentait, évidemment, parce qu'ils augmentaient souvent la fréquence. Donc là, comme on revient en arrière, ça change un peu. Donc ça va être vraiment un processeur qui, plutôt, lui... va être vraiment intéressant si vous l'overclockez. Malheureusement, et ça c'est un grand malheureusement, franchement Intel, je suis déçu à ce niveau-là. Donc
Voilà les chiffres d'overclocking. Donc vous avez aussi les températures. Ici on les avait, voilà, on les voit mieux. Donc je vous les mets en plus grand. Je vais essayer de mettre l'image dans un nouvel onglet, ce sera plus simple à mon avis. Je mets en plus grand et comme vous pouvez voir, si j'arrive, laisse-moi défiler, voilà. Si vous regardez ici, les températures maximum sont de 90 degrés. Donc, c'est à peu près la même température qu'un Core i7 7700K quand vous l'overclockez à 5 GHz. Donc là, il est à 5 GHz, il faut le préciser. Donc, il semblerait que Intel, encore une fois, fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. C'est tout simplement, donc, vous avez le processeur, si vous vous souvenez de la vidéo où j'ai expliqué les processeurs. Donc, vous avez le processeur qui est sous une sorte de coque protectrice. Il est dans une enveloppe, en quelque sorte. Cette enveloppe a de la pâte thermique pour transférer la chaleur vers l'extérieur de cette enveloppe. Et en plus, vous mettez à vous, après votre refroidissement par-dessus le processeur, et là, il y a encore de la pâte thermique. Ça veut dire qu'il y a, en quelque sorte, depuis la surface du processeur, il y a 1, 2, 3 surfaces d'échange avant d'arriver au refroidissement. La première surface d'échange, c'est cette pâte thermique qu'ils mettent à l'intérieur même du processeur que vous ne pouvez pas voir. Le problème, c'est que depuis quelques années, Intel met de la pâte thermique qui n'est pas des plus performantes. Elle offre une meilleure durée de vie au processeur. Donc c'est pour ça qu'ils l'utilisent d'ailleurs, enfin qui se donne l'excuse de l'utiliser. Mais à côté de ça, ben, ça fait un effet de conservation de chaleur. En gros, vous pouvez mettre un énorme refroidissement par-dessus le processeur, mais comme cette pâte thermique est limitée dans son transfert de chaleur, eh ben, le processeur chauffera quand même. C'est un peu ironique au final. C'est un peu comme si vous mettiez la clim chez vous et puis vous vous mettez dans un manteau. Bah, ça casse un petit peu l'intérêt. Du coup, ça fait des années qu'ils font ça et malheureusement, c'est encore le cas, visiblement, parce que vu ces températures-là, c'est forcément le cas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'ailleurs et qu'est-ce que fait par exemple AMD? AMD, ils font une soudure. Donc là, c'est carrément ce qui fait le transfert de chaleur. C'est une sorte de soudure spéciale qui du coup cale le processeur avec cette coque en quelque sorte et aussi fait transfert de chaleur. Donc comme c'est une soudure, le transfert de chaleur est excellent parce que là, c'est vraiment, il y a le strict minimum. C'est pas une pâte thermique un peu bof. Toutefois, ça peut réduire la durée de vie du processeur si, par exemple, à force de chauffer, refroidir, la soudure peut finir par casser. Après, je vous le rassure, ça arrive après de nombreuses années, plus de 10 ans facile. C'est d'ailleurs ce qu'utilisait Intel avant, et ce qu'utilise Intel sur certains processeurs tels que les Xeon, qui sont soudés. Il y a moins de risques sur des processeurs qui sont plus gros, c'est pour ça que sur le moyen de gamme, ils ont commencé à faire ça sur le moyen de gamme, mais ça aussi, maintenant ils le font aussi sur le X299 avec leurs plus gros processeurs qui sont pourtant énormes, donc c'est très discutable cette technique. Et le pire, c'est qu'ils pourraient utiliser une pâte thermique meilleure performance. C'est ça le pire. Ils pourraient utiliser même pas forcément ce qu'utilisent certaines personnes de manière extrême. Donc il y a une chose qui s'appelle le métal liquide, le liquide métal. C'est comme son nom l'indique, alors je ne sais plus exactement ce que c'est la composition, mais c'est techniquement du métal liquide. Il y a des métaux qui deviennent liquides en fait à la température de vous toucher de votre main en fait. Donc il me semble que c'est quelque chose à peu près similaire. Je ne me suis pas plus renseigné là-dessus parce que personnellement je ne vois pas trop l'intérêt. C'est assez difficile à appliquer parce qu'il faut vraiment l'appliquer. Il faut appliquer une toute fine couche et puis il faut l'appliquer pendant pas mal de temps, mais ça vous offre les meilleures performances. Toutefois, ça a une mauvaise durée de vie, il faut le remplacer après même pas un an, pour information, donc ouais. Mais même sans utiliser des trucs extrêmes comme ça, ils pourraient utiliser une bonne pâte thermique, une vraiment bonne, avec une bonne durée de vie. Ils auraient un processeur qui durerait sans problème 10 ans, et ils auraient des bien meilleures performances. Pourquoi ils font ça? Je sais pas, franchement je sais pas. Moi la seule raison que je vois ça, c'est que tout simplement, ils se gardent de la marge d'erreur. Tout simplement, ils peuvent se dire « Ah, aux prochaines générations de CPU, on met enfin une bonne pâte thermique et puis d'un coup, le processeur est 10 degrés moins chaud et on peut le overclocker encore plus haut. » Et du coup, les gens vont être contents parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est 10 degrés moins chaud et tout ça, c'est cool, non ?» C'est vraiment ça que je vois, c'est que pourquoi mettre de la meilleure pâte thermique maintenant alors qu'on arrive quand même à avoir des bonnes performances? Je pense que c'est la réflexion qu'ils se font.
Malheureusement, c'est un peu dommage comme réflexion parce que, voilà, évidemment, il y a aussi leur argument que ça offre une meilleure durée de vie, mais il y a les Core i7 2600K, donc Sandy Bridge, qui date de 2011, voilà, hyper longtemps, n'utilisaient pas de pâte thermique dans ce genre-là. Ils utilisaient une bonne interface de transfert de chaleur, et vous pouvez... Il y en a qui peuvent en être témoins. Ils sont toujours en vie. Il y en a qui les utilisent encore à l'heure actuelle. 6 ans après, pratiquement 7 ans, ils sont en parfaite forme, ils fonctionnent parfaitement. Donc, pour moi, il n'y a aucun argument ici. C'est clairement Intel qui fait un petit peu son... voilà. Mais bon, ça reste quand même un très bon processeur. Il va du coup arriver à une situation où, au niveau puissance brute, si vous regardez overclocké, donc ça c'est très important à le préciser, il arrive à faire, bon là vous n'arriverez pas à le lire, mais il fait 1600 points sous Cinebench R15. Vous pouvez télécharger Cinebench pour voir un petit peu par vous-même. C'est à peu près le score que fait un Ryzen 7 1800X non overclocké. Donc un très bon score en fait. Donc ça permet de, en quelque sorte, d'un petit peu se dire, ah, ben, finalement Ryzen, oui, est très bon en tâches brutes, en coder des vidéos et tout ça, mais si ce processeur-là arrive à peu près à sa cheville en l'overclockant, ben on arrive dans une situation où les processeurs Intel sont tout simplement plus intéressants. C'est pour ça qu'ils les ont fait d'ailleurs. Après, je pense qu'un Ryzen, si vous êtes juste en pur... si vous êtes en mode, je veux juste la performance pure en multicœur, je pense qu'un Ryzen serait quand même un meilleur choix. Surtout que les Ryzen 7 maintenant sont en promotion, ils coûtent beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir le Ryzen 7700X des fois pour 320 € à peine. Ça fait une différence de 80 € par rapport au Core i7 7700K. Du coup, 80 €, vous pouvez mettre ça dans la carte graphique et ça vous donnera des bien meilleures performances. C'est d'ailleurs un des inconnus de ce processeur-là, c'est on ne sait pas le prix. Normalement, ils doivent sortir au même prix que le 7700K, mais on l'a déjà vu plusieurs fois. Si quelque chose est meilleur, ben les marchands se disent « Ah, mais c'est meilleur, je vais le mettre plus cher. » Donc, il faut voir. Franchement, il faut voir. Je ne sais pas quelle direction ça va prendre au niveau prix, mais il y a de fortes chances que le prix soit légèrement supérieur au 7700K selon moi. Le 7700K, toutefois, devrait baisser de prix en toute logique. Donc ça devrait être intéressant. Un autre truc très intéressant, et c'est... Alors, vous pouvez regarder les benchmarks de jeu. Bon, à prendre avec une pincette, c'est évidemment des benchmarks qui ont été leakés à l'avance. Le mieux, c'est d'attendre que les vrais reviews sortent avec tous les benchmarks. Mais vous pouvez un petit peu regarder. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est pas forcément ce Core i7 ou ce Core i5, le Core i5 sera quand même très intéressant. C'est pour moi les Core i3, qui eux, du coup, deviendront des 4 cœurs, 4 threads, donc l'équivalent de Ryzen 3. Et ils seront pour le prix à peine 130-140 €. Donc vous pourrez avoir l'équivalent d'un bon i5 de jeu pour pratiquement 80 € en moins. Donc ça, c'est très très bon. Mais bon, là, c'est juste le Core i7 et le Core i5 qui vont sortir. Donc ne vous attendez pas à avoir les Core i3 tout de suite. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est à peu près ce qu'on attendait. Un Core i7 7700K avec 2 cœurs en plus. Donc à peu près les mêmes performances en monocœur. Une consommation évidemment légèrement en hausse, hein, ça semble logique. Si vous le regardez ici, donc où est-ce qu'il est? Il est 8700K, il est là. Hop, et vous avez le 7700K qui est là. Donc il est à 145 watts comparé à 120 watts du 7700K. Donc une légère hausse, même une assez grosse hausse quand même, il ne faut pas déconner. Donc c'est les 2 cœurs en plus qui font ça. Et au niveau overclocking, c'est à peu près la même chose. Au final, je suis rassuré, au niveau overclocking, il s'overclock aussi bien que le 7700K. C'est juste vraiment dommage pour cette patte thermique. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Vous pouvez retirer le capot d'un processeur, changer la patte thermique et le remettre par-dessus. Évidemment, ça casse votre garantie, mais il y en a qui le font. Ils l'ont fait avec le 7700K. Et je peux vous dire que le 7700K, avec une bonne patte thermique, juste, même pas le métal liquide ou autre chose, il arrive à perdre 10 à 15 degrés en charge, en pleine charge. Donc c'est abusé, c'est franchement abusé. Enfin bref. C'est vraiment dommage ça, au final. Il y a d'autres reviews qui avaient leaké un petit peu plus tôt, si vous voulez un petit peu d'autres chiffres, mais moi je dirais vraiment d'attendre la review officielle, même si ça va à peu près à mon avis confirmer ce qu'on pensait. Genre un 7700K avec 2 cœurs en plus, mais bon. On a du coup aussi une petite news au niveau de pourquoi Intel n'a pas sorti ses processeurs sur la plateforme Z270. Donc le Z270, c'est la plateforme qui a été lancée en même temps que les i7 7700K.
il y a beaucoup de gens qui ont une carte mère en Z270 et qui sont en mode « Hey, j'aimerais bien moi le i7 8700K, mais je vais devoir me retaper une nouvelle carte mère. Pourquoi je ne peux pas utiliser la carte mère actuelle ?» Et la raison d'Intel, c'est que apparemment, le Z270 n'aurait pas assez de lignes d'énergie, d'alimentation électrique pour alimenter ces processeurs-là. J'ai juste envie de dire bullshit, genre c'est des conneries, parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il y a des cartes mères en Z270 qui ont des étages d'alimentation énormes, juste des trucs méga haut de gamme, des cartes mères qui coûtent 200 € et ils ont fait un étage d'alimentation qui pourrait alimenter un processeur Weaker sans problème, genre qui peuvent délivrer 300 watts d'énergie. Donc non, moi je ne vois vraiment pas. Je dirais même, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est que on dirait que Intel s'est juste dit la plus petite carte mère en Z270 ne peut pas l'accepter. Alors toutes les autres cartes mères ne peuvent pas l'accepter. Je pense qu'ils ne voulaient pas avoir une situation où certaines cartes mères pouvaient l'accepter parce qu'ils ont un bon étage d'alimentation et puis d'autres ne peuvent pas. Ils se sont juste dit ah non, aucune. Et après, évidemment, ça leur fait un petit peu plus d'argent parce qu'évidemment, ils touchent de l'argent pour chaque carte mère vendue, hein, évidemment. Mais bon, c'est vraiment dommage. Pour moi, avec Intel, j'aime beaucoup Intel. J'ai eu plusieurs processeurs Intel, je tiens à le préciser. Le problème avec Intel, qu'ils continuent de faire, c'est qu'ils ont d'excellents produits. Mais les mecs qui s'occupent du commercial, qui définissent les prix, qui définissent ce genre de conneries, vraiment, font de la merde. Vraiment. C'est gâché. C'est vraiment gâché. T'as un excellent produit, et puis tu l'emballes dans de la merde, littéralement. C'est à peu près ça. C'est genre, tenez, genre, des magnifiques chocolats haut de gamme, belges ou suisses, peu importe, emballés dans du caca des fientes d'oiseaux. C'est vraiment ça. T'es en mode, merci, bon, je suppose que le chocolat est très bon, mais ça me laisse un petit peu un goût amer, quoi. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. J'espère qu'avec la concurrence de AMD, ça continuera d'apporter des meilleures choses pour nous, mais bon, on verra bien. En parlant de AMD, justement, il y a une news qui est sortie au niveau du fait que Pinnacle, qui est le prochain... Donc c'est Ryzen Refresh, donc qui a maintenant un nom, ça s'appelle Pinnacle. AMD Pinnacle, ça fait bizarre. Devrait sortir début 2018. Et ça, je suis très étonné parce que dans toutes les roadmaps, donc les lignes conductrices où ils disent « Oui, vers telle année, on va faire ça », ben, ils indiquaient souvent le refresh de Ryzen pour la fin 2018. Et maintenant, ils disent février 2018. Alors, février, ce sera certainement l'annonce ou autre chose. Ça reste aussi en partie une rumeur. Je verrai plutôt ça, à mon avis, pour mars. Mars est un bon mois. Il y a souvent des trucs qui sortent en mars, donc ça semblerait logique. Donc, ça arriverait à ce moment-là. Donc, c'est pas un tout nouveau processeur. C'est un refresh de Ryzen. Donc, sur un nouveau processeur de gravure, d'ailleurs. Donc, ils vont passer du 16 nanomètres au 12 nanomètres. Donc, ça permettra d'économiser en énergie, de mettre certainement plus de cœurs sur un seul... dans un seul processeur. Donc peut-être qu'on aura des Ryzen 7 10 cœurs, peut-être. Bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je ne le verrai pas trop, mais ça pourra arriver. Mais surtout, ce qu'on pourrait voir, c'est des Threadripper, peut-être 24 cœurs ou autre chose. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir peut-être booster certainement la fréquence. Donc, en même temps que Refresh, ils vont certainement corriger aussi les défauts de Ryzen qu'ils ont pu voir au fil du temps, améliorer un peu les performances en monocœur. C'est certainement la chose qu'ils vont se fixer le plus possible. Mais ça reste la même architecture, donc ils ne vont pas faire de gros changements. Ça reste principalement Ryzen, ils le mettent dans une gravure plus fine qui offre des meilleures performances et une meilleure consommation. Donc, agréablement étonné. Je suppose qu'ils ont peut-être avancé... on va dire la timeline pour justement contrecarrer un petit peu Intel qui lui aussi sort des nouveaux processeurs maintenant. Donc c'est un petit peu pour justement couper l'herbe sous le pied. Ça va nous apporter à mon avis beaucoup de concurrence. J'espère vraiment qu'ils vont corriger les défauts de Ryzen parce que il y en a, il ne faut pas le déconner. Hein. Je pense notamment l'un des problèmes de Ryzen, c'est qu'il a bien souvent besoin d'une RAM assez haute fréquence pour fonctionner assez bien. Il y a des limitations au niveau de l'Infinity Fabric qui pourrait corriger les performances en monocœur et la fréquence maximum qui peut atteindre 4 GHz. C'est bien, franchement c'est bien, mais
il y a mieux, il y a mieux. Si on pouvait les overclocker jusqu'à 4,5, là, ça deviendrait très intéressant. 5 GHz, c'est énorme. Hein. Si vous regardez les Core i7 qui peuvent atteindre 5 GHz, c'est vraiment bien en fait. Mais 4,5, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Donc s'ils peuvent juste atteindre ça, ce serait vraiment nickel. Donc ça arrivera. Ce sera certainement les Ryzen 2000. Donc le Ryzen 7 2700, quelque chose comme ça. Attends, ça va vraiment porter en confusion avec les Core i7 là, mais bon. Parce qu'il y a eu des Core i7 2600 et 2700, mais bon. On verra bien. En tout cas, moi j'ai hâte de voir. Personnellement, j'aime beaucoup cette petite bataille qui se passe au niveau des processeurs ces derniers temps parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour nous en fait. Donc c'est bon pour tout le monde. Du coup, autre news. Au niveau de Musk, Elon Musk, patron de SpaceX, Tesla, si vous connaissez. Donc, il y a eu une petite conférence où SpaceX a présenté ses plans pour l'avenir, notamment au niveau de Mars. Parce que SpaceX, si vous ne savez pas, le but principal de SpaceX, c'est d'aller sur Mars. Et pour cela, ils font des vols commerciaux, ils envoient des satellites dans l'espace et tout ça, afin de faire le matériel qui leur permettra d'aller sur Mars. Selon moi, j'ai une théorie comme quoi Elon Musk est un alien qui essaie juste de retourner sur sa planète. Mais bon, ça c'est ma théorie. Bref, ils ont présenté leur nouvelle version du BFR, donc pour Big Fucking Rocket, littéralement. Normalement, c'est Big Falcon Rocket d'un point de vue public pour acceptable, mais on sait tous que c'est Big Fucking Rocket, mais bon. Et du coup, le BFR est une version corrigée du premier qu'ils ont montré l'année dernière, donc le système interplanétaire. Vous avez dû voir la vidéo sur la chaîne de SpaceX si vous y connaissez un petit peu. Donc, la roquette a été revue un petit peu à la baisse, donc elle est passée de 122 mètres à 106 mètres de haut, ce qui est quand même assez grand, on va le dire directement. Pour information, c'est légèrement en dessous de la taille d'une Saturn V. Saturn V, c'est la fusée qui a lancé l'homme sur la Lune. C'est la plus grosse fusée jamais faite au monde, littéralement. Elle était vraiment énorme, elle avait une puissance aussi énorme. On n'en a jamais vraiment refait depuis. Et du coup, ben là, dans le cas de SpaceX, ils en arrivent très très proches au niveau de la taille, mais beaucoup plus puissante. Donc, elle pourra amener, donc là, vous avez un petit graphique, le BFR, dans cette version-là, pourra amener jusqu'à 150 tonnes en basse orbite. Pour vous remettre en perspective, la Falcon 9 peut amener jusqu'à 15 tonnes en orbite, et la Falcon Heavy, qui est la version, c'est celle-là, avec 3 boosters Falcon 9, qui doit être lancée fin d'année d'ailleurs, peut amener jusqu'à 30 tonnes. Donc là, on passe beaucoup plus haut, c'est du x5 littéralement, et 150 tonnes. Du coup, très intéressant, évidemment. On voit un petit peu d'ailleurs comment ils l'ont fait. Donc ça, c'est le booster. C'est ce qui permet de pousser la fusée en dehors de l'atmosphère. Et ça, c'est le spaceship, comme on l'appelle. Normalement, c'est le second stage. Mais bon, là, c'est plus vraiment un spaceship. C'est un peu comme une navette, en quelque sorte. Un petit peu, hein. Parce qu'il y aura une partie habitable dedans. Et surtout, ils ont montré aussi des versions où il pourrait avoir juste une cale qui s'ouvre. Le satellite est lancé. Et ce vaisseau peut atterrir sur Terre. Il est conçu pour atterrir sur Terre, sur la Lune et sur Mars. Il y a quelques, d'ailleurs, petites particularités à ce niveau-là, notamment les Delta Wing. Ça, c'est ces trucs-là qui dépassent sur les côtés. Donc, les Delta Wing sont tout simplement des ailes pour réduire la vitesse d'entrée du véhicule quand il atteint une atmosphère. Donc, sur la Lune, ça ne marchera pas, il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Terre, par contre, ça marchera. Et sur Mars, apparemment, rien que sur Mars, ces ailes-là permettraient apparemment, selon leurs calculs, c'était jusqu'à 90%, un peu plus de 90%, réduire jusqu'à 90% de l'énergie d'entrée. Donc parce qu'évidemment, la fusée, enfin ce vaisseau-là va arriver à des milliers de kilomètres heure sur Mars et va rentrer dans l'atmosphère d'un coup. Donc ça permettrait de réduire de 90% la vitesse, enfin l'énergie accumulée par le vaisseau. Pour la réentrer sur Mars, et après il utiliserait ses moteurs pour juste tirer dans l'autre sens et puis atterrir calmement. Donc ça c'est très intéressant. Ils ont montré aussi à quel point on pouvait mettre de gens dedans. Donc c'est la surface habitable en mètres cubes dans le spaceship, qui est d'ailleurs un petit peu plus long que l'originel, enfin celui de l'année dernière. Il est moins large mais il est plus long. Eh bien il pourrait mettre jusqu'à 100 personnes pour aller sur Mars. Il y aurait 40 cabines et la surface en mètres cubes
pressurisée, donc la surface où un être humain pourrait être, pas juste la surface totale en mètres cubes, serait supérieure à la cabine d'un A380. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un A380. Donc ouais, très impressionnant. Donc là, vous voyez un petit peu le système de cuve. Donc là, c'est la cuve d'oxygène, parce que vous avez besoin d'un carburant pour une fusée, mais aussi d'un comburant. Le comburant, c'est ce qui permet de faire la réaction, qui participe à la réaction de combustion. Donc le carburant, c'est bien, mais le comburant, c'est encore mieux. Donc l'oxygène, sur Terre, on a de l'oxygène dans l'air, donc il y a du comburant partout, on le respire même. Mais dans l'espace, il n'y en a pas, donc il faut avoir une tank d'oxygène liquide. Donc là, c'est la tank d'oxygène liquide. Ici, vous avez la tank de fuel, donc le carburant. Et puis là, vous avez deux petites tanks, ça c'est pour les deux boosters qui sont en bas, on l'avait vu, ils sont là. Donc ça, c'est tout simplement des... Donc ça, c'est leur nouveau d'ailleurs Raptor Engine. Donc ça, vous en avez 4 qui sont optimisés pour l'espace. Ils ont un tube plus grand. Et puis vous en avez 2 qui sont optimisés pour l'atmosphère. Donc même le sea level qui disent, donc optimisé pour fonctionner à hauteur d'océan. Donc c'est optimisé pour quand il y a de l'atmosphère en gros. Donc ceux-là seront utilisés pour atterrir bien souvent. Et les 4 autres seront utilisés pour booster dans l'espace. On a des trucs assez intéressants aussi au niveau de comment ils vont le refuel, donc remettre du carburant et du comburant. Donc les deux vaisseaux pourront se docker l'un derrière l'autre, ce qui fait c'est assez sexuel tout ça, et transférer du coup tout le carburant du vaisseau de carburant. Ce sera juste un énorme tanker, un peu comme un camion tanker, et il pourra transférer tout son carburant dans l'autre pour lui permettre d'aller plus loin tout simplement. D'ailleurs, il y avait SpaceX qui a indiqué qu'il pourrait aller sur la Lune avec un seul tanker. Donc, en gros, ce qu'il ferait, c'est... Il lancerait le vaisseau avec les gens. Le premier étage donc, de la fusée, donc... je recherche l'image. Le premier étage, lui, atterrirait sur Terre. Donc, le premier étage, c'est cette partie-là. Atterrirait sur Terre. Il rechargerait un deuxième étage spécial carburant. Il ferait décoller. Et lui, il irait plus haut en orbite, donc une orbite ellipse, je ne sais plus comment ils l'ont appelé l'orbite, mais il le mettrait plus haut en orbite. L'autre viendrait rejoindre, lui redonnerait son restant de carburant, et ça lui permettrait d'atteindre la Lune. Donc un seul refuel, et il pourrait atteindre la Lune. Donc ça, c'est très intéressant, et il pourrait revenir de la Lune d'ailleurs. Donc redécoller de la Lune et revenir sur Terre. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a d'autres news, mais ça on les verra après. Donc, ça c'est un petit peu la comparaison de la taille du BFR par rapport aux autres fusées. Ils ont montré aussi le coût par lancement. Alors, ça va être le plus gros, la plus grosse. Il y a plusieurs inconnus. Comment ils vont la fabriquer? Parce qu'évidemment, une roquette pareille, enfin je suis désolé, mais c'est massif. C'est vraiment énorme. Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? La caméra qui s'est découpée. Donc les tanks qu'ils utilisent pour le carburant et tout ça sont énormes d'ailleurs. Ils les ont montrés, déjà ils ont des versions en test, je ne sais plus où ils les mettaient ici, c'est déjà en test, ils en ont, fonctionnels, donc ça c'est déjà en bonne progression. Les Raptor Engine sont aussi en test, ils ont déjà testé jusqu'à je ne sais plus combien de secondes de test, ils ont même fait un test une fois où ils l'ont fait fonctionner pendant 100 secondes. Pour information, 100 secondes il me semble c'est la durée qu'il faut pour justement du décollage jusqu'à l'arrivée dans l'espace. Et du coup, au niveau de tout ça, tout est à peu près tout est, on va dire, bon. Ils ont déjà la théorie, mais aussi la pratique de fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il reste aussi une autre inconnue, c'est qui va payer tout ça? Parce que ça doit coûter cher. Donc c'est une roquette qui est prévue pour être entièrement réutilisable. Donc leur but dans tout ça, c'est qu'ils vont juste en fabriquer et juste ils feront un petit peu de maintenance et ils pourront les réutiliser. C'est un petit peu leur but. Parce que jusqu'à maintenant, la Falcon 9, vous pouvez réutiliser sa première partie, mais vous ne pouvez pas réutiliser la deuxième partie au-dessus. Parce qu'elle tombe tout simplement dans l'eau. Ils n'ont pas assez de carburant pour la faire atterrir. Donc là, on arrivera à une roquette vraiment 100% réutilisable. Et c'est là-dessus qu'ils misent pour justement réduire le coût de lancement. Toutefois, comment la financer? Parce que avant qu'elle puisse décoller, avant qu'elle puisse justement être utilisée commercialement, il faut qu'elle soit testée, il faut qu'elle soit construite. Il y a plein de choses à faire avant. Alors, il y a plusieurs solutions.
Notamment, ils ont montré justement un plan pour aller sur la Lune, même faire une base lunaire. Donc, je vous rappelle, le plan, ce serait juste de lancer une seule fusée avec un relancement avec une tank de fuel. Et puis, avec un seul refuel, vous pourriez littéralement amener 150 tonnes de matériaux sur la Lune. Donc, vous pourriez littéralement faire une petite base sur la Lune sans problème. Donc, ça, ce serait une solution parce que l'administration Trump, donc le gouvernement américain, littéralement, a montré ses plans pour aller sur la Lune. Ils veulent aller sur la Lune plutôt que d'aller sur Mars. Ils veulent à nouveau aller sur la Lune plutôt. Donc ça pourrait être une source d'argent parce qu'il y aura du budget débloqué pour ça. Et si SpaceX offre la meilleure solution pour y aller, ben, ils seront choisis tout simplement. Donc ça pourrait représenter plusieurs milliards de dollars, ce qui serait déjà pas mal pour financer. Mais sinon, la théorie la plus logique pour financer, ce sera tout simplement de continuer de lancer des Falcon 9 et de vendre des lancements. Donc ils ont augmenté leur cadence, donc maintenant ils lancent énormément de fusées chaque année. Donc rien qu'avec tous ces lancements commerciaux, ils pourraient faire de l'argent au fur et à mesure pour financer cette roquette. Ce qui est d'ailleurs le plan, parce que au final, cette roquette remplacera toutes les autres Falcon 9, Falcon Heavy et tout ça. Donc ce sera la seule roquette que SpaceX fera et qui sera 100% réutilisable. Donc ça c'est très important à noter. Donc ça sera très intéressant s'ils y arrivent évidemment, pour eux et pour nous, parce que ça réduirait le coût pour aller dans l'espace à presque rien, franchement. Donc on pourrait voir plus de satellites dans l'espace, qui peut être une bonne et une mauvaise chose, mais aussi plus de missions dans l'espace, peut-être même aller miner des ressources dans l'espace, parce qu'il y a des ressources très précieuses dans des météorites qui tournent au-dessous de notre tête et on ne peut pas les atteindre. Il y a notamment aussi sur la Lune, il y a de l'hélium 3. Si vous ne savez pas, ça c'est une petite particularité, c'est qu'on est en grand manque d'hélium sur Terre. Donc pas l'hélium forcément que vous mettez dans les ballons, parce que ça c'est de l'hélium de... pas de la meilleure qualité, hein, évidemment, mais l'hélium de très bonne qualité. Le problème c'est que l'hélium est tellement léger qu'il sort de l'atmosphère, il se casse. Du coup, il se conserve pas. Comme par exemple, quand on brûle quelque chose ou autre chose, ça finit dans l'atmosphère, mais ça ne sort pas, ça reste dedans. Ça retombera sous une autre forme. C'est une règle de la physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Sauf que le problème avec l'hélium, c'est que oui, il ne se perd pas, mais il se perd dans l'espace. Donc c'est un peu comme s'il était perdu, pour nous en tout cas. Donc rien qu'aller chercher de l'hélium 3 sur la Lune, dans le futur, ça pourrait être intéressant pour certaines applications, parce que l'hélium est utilisé dans quand même pas mal de choses. Il y a des intérêts médicaux, premièrement, pour des appareils médicaux qui en ont absolument besoin. Donc il y a quelques endroits comme ça, on a vraiment besoin d'hélium 3 justement. Et du coup, ça pourrait être une solution si c'est pas trop cher d'aller en chercher. Mais bon, évidemment, ça c'est très spécifique. Et ben voilà, la tank d'oxygène d'ailleurs. Donc oui, et assez énorme. La fusée fait 9 mètres de large, pour information. La première version faisait 12 mètres de large. Pourquoi ils sont repassés à 9 mètres? Parce que les trucs d'assemblage de fusées existants ne peuvent pas faire au-dessus de 9 mètres en fait. Donc là, ils ont vraiment mis à la limite pile des trucs d'assemblage. Et aussi, à mon avis, ils ne pouvaient pas vraiment faire une tank beaucoup plus grosse. Donc ouais. Alors, ben voilà, c'est à peu près tout à ce niveau-là. J'ai pas mal parlé là-dessus, mais ça m'intéresse énormément. Je pense que c'est quelque chose d'assez passionnant. C'est littéralement, c'est un nouvel âge. Hein. Vous vous souvenez, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, j'aurais bien voulu vivre à l'époque de Christophe Colomb, quand on a commencé à découvrir l'Amérique et tout ça. » Mais là, on est un petit peu en quelque sorte à une âge où, en tout cas, nous qui avons 20 ans, moi j'ai 26 ans, le truc c'est que même si SpaceX met 10 ans à faire cette fusée, je n'aurai que 36 ans. J'ai encore beaucoup de ma vie devant moi. Donc on en arrivera à une situation où on verra certainement l'homme aller dans l'espace. Alors, pourquoi aller dans l'espace? Il y en a qui vont se dire pourquoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, déjà, comme je l'ai dit, les matériaux rares qu'on peut miner dans les météorites, sans pour autant forcément polluer la Terre, parce que évidemment ça se fait dans l'espace. On peut aussi faire beaucoup d'expériences scientifiques, envoyer des plus gros satellites, des plus gros observatoires dans l'espace. D'ailleurs, Elon en a parlé dans sa présentation, c'est que dans ce vaisseau-là, vous pouvez mettre l'équivalent de 10 fois Hubble. Hubble, c'est l'observatoire qui a été mis dans l'espace il y a plus d'une dizaine d'années.
qui a offert des magnifiques images. Donc littéralement, c'est un télescope géant dans l'espace qui est un satellite en fait. Donc vous pourriez mettre 10 fois ça dans l'espace. Vous pourriez même mettre Hubble, ils l'ont dit, vous pourriez mettre Hubble dedans sans devoir le déployer dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose qui est limité actuellement, c'est que vous, par exemple, Hubble, quand il a été lancé, il a dû se déplier dans l'espace par lui-même, ce qui est très risqué, parce que s'il se déplie mal, il est cassé. Bon, d'ailleurs, il avait un problème et il a été cassé, il a dû être réparé, mais bon, on va ignorer ça. Il y a d'ailleurs un autre télescope qui doit être lancé, c'est le James Telescope, je ne sais plus le nom exact. D'ailleurs, il y avait une news là-dessus sur Ars Technica. Donc, ce télescope, lui, doit être lancé normalement. Il devait être lancé, en tout cas, fin 2018. Ça va être repoussé en 2019. C'est un télescope très important parce que, déjà, ce n'est pas un télescope normal. C'est pas juste pour prendre des photos normales. Ce qu'il fait, c'est qu'il observe les lumières infrarouges. Donc, tout ce nous, on ne peut pas voir. Il sera mis d'ailleurs très très loin de la Terre. Donc au-delà de l'orbite de la Lune, et il aura carrément une protection pour ne pas recevoir la lumière infrarouge qui vient de la Terre, et il sera dirigé dans le sens inverse du Soleil pour vraiment aller observer ce qu'il y a dans l'espace le plus loin possible en fait. Donc ça c'est très intéressant, et ce genre de télescope, justement le problème c'est que vous devez le déplier. Et la procédure de dépliement de ce télescope est juste effrayante et impressionnante. Parce que vous dites juste un truc, c'est ce télescope sera à plus loin que la Lune. Donc il n'y a personne qui pourra aller le réparer s'il y a un problème. Vraiment personne. Et il y a je ne sais combien d'étapes au dépliement. Il doit se déplier, il doit déplier son bouclier, il doit déplier le miroir, il doit déplier le truc qui renvoie la lumière vers le capteur. Enfin, c'est juste impressionnant. Du coup, si SpaceX se dépêche assez vite, on pourra avoir une situation où il pourrait envoyer ce truc-là pour aller le réparer s'il y a un problème ou autre chose. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça pourrait être bien. Ou il pourra en envoyer un plus gros télescope. Et ça, c'est ce qui m'intéresse personnellement. Donc voilà, c'était à peu près tout à ce niveau-là. J'espère que vous avez quand même bien apprécié cette news technologique. On a encore deux petites news. Un câble HDMI qui coûte très cher. Vous savez, ces câbles HDMI qui sont en mode « Ouah, ce câble HDMI vous donne une meilleure image, du meilleur son, seulement pour 100 €. La plupart du temps, c'est juste, non, c'est de la connerie. Ils sont légèrement meilleurs, évidemment, mais c'est de la connerie. C'est comme si je vous faisais des toilettes en or massif et je vous dis, avec ces toilettes-là, tu vas faire caca comme un dieu, ça va mieux marcher ton transit intestinal, tu vas mieux digérer, tout ça. Non, c'est de la connerie. Oui, tu seras peut-être mieux confortablement installé parce qu'il y a un joli siège et tout, mais ça reste principalement de la connerie. Tu payes pour rien du tout. Toutefois, ce câble-là semble réellement fonctionner. Alors, premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a réellement une puce à l'intérieur du câble. C'est pas juste, ils ont fait un connecteur en or. Il y a une puce qui traite l'image dedans. Il y a même, vous voyez ici, il y a un deuxième câble qui sort. C'est un câble USB pour alimenter cette puce. Et du coup, ça permet, en gros, vous avez une vidéo sur la chaîne de Linus Tech Tips si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, cette puce va principalement faire un effet de sharpness sur l'image. Donc ça, c'est un effet qui va accentuer les détails. Rendre l'image moins floue, donc ça permet de faire du bon upscale, donc prendre une image peut-être en 1080p et la remettre en 4K. Ça vaut pas une vraie image en 4K, mais ça vous permet d'avoir un résultat pas trop mal. Ça permet aussi de prendre des sources en 480p et les remettre en 720p, ou des sources en 720p et les mettre en 1080p. Donc ça, c'est très intéressant. Dans la vidéo de Linus Tech Tips d'ailleurs, ils ont testé, ils croyaient que ce serait une connerie, genre en mode, ça coûte 120 $, mais en fait ça fait rien. Mais ça marche plutôt bien en fait. Ça fait principalement de l'anti-aliasing en quelque sorte. Donc vraiment, ça augmente la précision de l'image, elle est plus sharp, mais ça évite qu'il y ait trop d'aliasing. Donc l'aliasing, c'est quand vous avez une ligne droite qui est découpée, on voit plusieurs blocs et c'est pas très lisse quoi. Donc là, ça permettrait d'améliorer l'image. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. Dans la vidéo de Linus Tech Tips, ils le disent et je suis assez d'accord là-dessus, c'est que le cas d'utilisation le plus logique, ce serait pour quelqu'un qui regarde beaucoup de streaming, énormément de streaming, parce que là, en streaming, comme c'est compressé, l'image n'est pas la plus nette, donc ça permettrait de la rendre un petit peu plus nette, sans pour autant avoir une bien meilleure connexion ou devoir acheter des Blu-ray ou je ne sais quoi, parce qu'il n'y a pas tout qui sort en Blu-ray non plus. Et les Blu-ray, ça peut vite coûter très très cher. Donc, intéressant. C'est clairement pas pour tout le monde,
Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est possible de le faire. Donc voilà, c'était juste un petit truc comme ça. Ensuite, la dernière news, au niveau de la GTX 1070 Ti, la rumeur semble se confirmer. Donc visiblement, il y en aura une qui sortira le 26 octobre, pour être plus exact. On a des spécifications qui sont très intéressantes parce que, donc, les coups d'accord, c'est principalement ce qui va régir un petit peu la puissance même de la carte. Il y a d'autres trucs évidemment, mais bon. Une GTX 1080 en a 2560. Une GTX 1070 en a 1920. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que la GTX 1070 a 1920 coups d'accord, alors que la 1080, 1920, 1080, vous avez vu la blague, en a plus. Bref. Elle a même 2560, qui est techniquement du 2560 par 1440p, c'est une résolution qui existe. C'est ça le pire. J'ai l'impression que les ingénieurs Nvidia étaient en train de rigoler quand ils ont fait tout ça, mais bon, bref. Du coup, cette 1070 Ti devrait avoir 2432 coups d'accord, donc légèrement en dessous d'une 1080, mais très proche. Donc les autres trucs qui dépendent de ça, par exemple les TMU dépendent des coups d'accord, donc évidemment il y en a un petit peu moins. Par contre les ROP sont les mêmes, d'ailleurs même chose que la 1070. La bande passante, enfin la puissance de calcul devrait être légèrement inférieure, vu qu'il y a un petit peu moins de coups d'accord, et la fréquence devrait être la même, exactement la même. Elle booste juste un petit peu moins haut. Elle aura une mémoire un peu moins rapide, mais la même quantité de mémoire, et à peu près la même enveloppe thermique, d'ailleurs 180 watts, comme vous pouvez voir. Donc au final, ça ressemble énormément à juste une 1080 légèrement castrée. Ça me fait un peu penser à la 1080 Ti, qui elle est une Titan X nouvelle, la toute nouvelle Titan X, la XP minuscule, qui est aussi légèrement castrée. Même si la 1080 Ti, évidemment, est une Titan X PM première du nom. C'est vraiment, ça porte vraiment à confusion Nvidia, mais bon, qui du coup maintenant est sortie pour tout le monde. Mais c'est un peu la même chose, parce que la Titan X, la nouvelle, la toute dernière, a légèrement plus de coups d'accord que la 1080 Ti. Pourtant, la 1080 Ti, si vous l'avoir cloqué, peut défoncer la Titan X. Donc là, on pourra avoir une situation pareille où vous prenez une 1070 Ti, qui normalement devrait coûter moins cher que la 1080, vous l'overclockez, et vous avez une meilleure performance qu'une 1080. Je suppose que Nvidia fait ça tout simplement parce que peut-être qu'ils ont à peu près écoulé leur stock de 1080 et qu'ils s'en fichent. Et qu'ils se disent, bah, attendez, on va donner plus d'intérêt aux gens. La 1070 est bien, mais on va sortir une 1070 Ti qui coûtera au milieu du prix d'une 1080 et d'une 1070. Donc la 1070 est à plus de 400 € maintenant, elle ne devrait pas être aussi haute, mais bon. Et la 1080 est vers un peu en dessous de 600 €, donc une carte qui serait, à mon avis, vers 500 €, mais qui a les performances d'une carte à 600 €. Si vous l'overcliquez juste un petit peu. Donc ça devrait être très intéressant pour ceux qui veulent vraiment ce genre de carte. C'est clairement, d'ailleurs, Nvidia qui dit « Hey, AMD, tu sais ta Vega 56 qui défonce notre GTX 1070 ? Eh ben, on va juste sortir quelque chose de bien meilleur. » C'est vraiment ça. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera. Elle devrait d'ailleurs être un peu plus performante qu'une Vega 64, à mon avis, vu les specs ici. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais je pense que ça devrait être une très bonne carte. C'est juste le prix qui va vraiment influencer beaucoup de choses. Enfin bref, c'est à peu près tout pour ce news de la semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Il y a d'autres news qui... Alors, j'aurais pu mettre des news au niveau smartphone. Notamment, il y a des reviews des iPhone 8 qui sont sortis. Mais c'est à peu près ce qu'on attendait. C'est un iPhone 7 avec le chargement sans fil et meilleur processeur. Légèrement meilleur truc par-ci par-là. L'iPhone X n'est toujours pas sorti. On n'a toujours pas de LG V30 de sortie. Moi, je l'attends, celui-là. J'attends vraiment de voir ce que ça donne parce que il le hype, hein, ce foutu téléphone, je vous jure. Ils font des trucs avec plein de youtubeurs pour le hyper, hein, où ils montent l'appareil photo qui a l'air vraiment bien, surtout pour filmer, avec son mode ciné-vlog. Donc, c'est un mode où vous avez les couleurs qui sont très plates, comme ça, vous pouvez corriger les couleurs facilement. Donc, ça a l'air vraiment génial. Mais c'est toujours pas sorti. Il n'y a toujours pas de date exacte d'ailleurs. Il continue de le hyper. Moi, je suis intéressé par ce LG V30. Vraiment, je suis curieux de voir ce que ça donne et surtout de voir le prix final. Même si, à mon avis, ce sera un prix largement au-dessus de tout ce que tout le monde pourrait dépenser. Mais bon. Bref, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour un prochain Texama Show, normalement la semaine prochaine. Et aussi pour des vidéos, normalement, au courant de cette semaine. Si j'ai vraiment le temps de travailler dessus. Mais normalement, je devrais avoir le temps. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut à tous.